Bonjour, semaine spéciale consacrée aux États-Unis, à l'Amérique et aux relations bien sûr entre la France et les États-Unis, et nous l'abordons sous un angle non pas singulier parce qu'il est connu des historiens, mais un angle que les Français ignorent peut-être trop souvent, à savoir l'année 1917, c'est l'année que les Américains ont choisi pour venir en aide pour la première fois aux Européens empêtrés dans cette grande guerre de 14-18. Pour en parler avec nous, Jean-Pierre Thurberg. Bonjour Jean-Pierre Thurberg. Bonjour. Vous êtes éditeur, les éditions Italiques, italique.com, on pourra se référer à la liste de vos ouvrages. Je vous présente en deux mots, vous êtes président de l'association Lafayette Nous Voilà, PDG donc des éditions Italiques. Je le souligne parce que vous avez reçu un prix concernant les 300 jours de Verdun que vous avez édité l'an dernier, le prix de la Légion d'honneur et le prix du souvenir français. C'est donc un signe du travail remarquable que vous avez effectué sur le travail de mémoire précisément concernant la Grande Guerre. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, à ces relations avec les États-Unis à travers un ouvrage que vous avez publié donc sur le sujet, intitulé « Des Américains dans la Grande Guerre », un ouvrage de photos. Et il y aura l'an prochain un autre ouvrage monumental sur le sujet, 350 pages consacrées aux Américains dans la Grande Guerre. Alors d'abord une question, vous qui êtes président de cette association, commençons par cette fameuse interjection « Lafayette nous voilà » et son origine. Lafayette nous voilà est la phrase qui a été lancée par le général Pershing au cimetière de Picpus dans le 12e arrondissement où repose le marquis de Lafayette. Sous un peu de terre américaine et sous un drapeau américain qui est renouvelé tous les ans. Et le général Pershing, volant au secours des Alliés et de la France le 4 juillet 1917, s'est rendu sur la sépulture du marquis, qui, rappelons-le, mais tout le monde le sait maintenant, était lui-même parti se mettre au service de la Révolution américaine, avait mis son épée au service des insurgents, comme on disait à l'époque. Et le général Pershing, voulant rendre hommage à ce Français qui avait contribué à donner à l'Amérique son identité et sa liberté, s'est écrié « Lafayette nous voilà », c'est-à-dire « Lafayette, tu nous as aidés, à notre tour de te rendre le service dans l'autre sens ». Alors pour la petite histoire, le général Pershing, qui reconnaît lui-même avec sa belle franchise très américaine qu'il n'était pas très doué pour les grandes phrases, heureusement il était meilleur militaire qu'orateur, s'était fait souffler cette jolie formule par son porte-bidon, comme nous dirions aujourd'hui, le colonel Stanton, qui lui avait un goût visiblement plus cultivé pour les lettres et qui lui avait soufflé cette jolie formule « Lafayette nous voilà » qui a fait florès. Et cette jolie formule, nous l'avons reprise pour donner un titre à notre association quand nous avons voulu la fonder, parce que c'est très exactement de cela qu'il s'agit. Nous souhaitons que la mémoire partagée franco-américaine, qui bien évidemment, quand on en parle, évoque tout de suite les plages du débarquement et la libération de la France en 1944 puis 45, qui est en fait bien plus ancienne, puisque, vous venez de le dire, en 1917, les Américains sont arrivés à un moment où nous avions bougrement besoin d'eux pour l'emporter dans le conflit qui, depuis 4 ans, saignait l'Europe à blanc. Mais bien avant, Lafayette était parti aux États-Unis, nous en avons dit un mot, et puis les coureurs des bois français avaient eux-mêmes laissé leurs traces sur le continent américain. Donc l'histoire franco-américaine est aussi ancienne que l'Amérique. L'idée, c'est que l'amitié entre les deux pays soit ainsi renforcée. Alors, il y a beaucoup d'associations franco-américaines, on en parle d'ailleurs beaucoup, fort heureusement, depuis que notre président a lui-même parlé de Lafayette, depuis qu'il s'est proclamé ou autoproclamé Sarko l'Américain, ce qui est assez sympathique d'ailleurs. Notre association n'a pas la vocation, l'ambition de beaucoup d'autres associations plus anciennes, plus prestigieuses. Nous avons choisi délibérément, et ça participe de notre positionnement, comme on dirait en termes de marketing aujourd'hui, dans le domaine de l'édition, nous avons choisi d'œuvrer pour une meilleure connaissance de la mémoire partagée franco-américaine, notamment dans la Première Guerre mondiale. Quand j'entends le président Sarkozy dire à la télévision « Pour moi, l'Amérique, c'est le rêve américain », c'est Elvis Presley, c'est John Wayne. Bon, je souscris à John Wayne, au Far West, aux Cowboys, etc. Personnellement, je serais moins tendance Elvis Presley que tendance Louis Armstrong. Il ne faut pas oublier que 1917, c'est l'arrivée des troupes américaines, mais avec elles, c'est l'arrivée, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, d'un virus qui m'est cher, puisqu'il s'agit du virus du jazz, qui est la grande musique du XXe siècle, comme l'appellent les Noirs américains. Le jazz qui avait même une vocation sur le front. Le jazz qui avait une vocation tout à fait claire, puisque on avait levé aux États-Unis des régiments, notamment à Harlem, dans lesquels des musiciens de premier plan, des musiciens noirs américains de premier plan avaient été enrôlés de façon à participer à l'effort de guerre, d'une part en entraînant les troupes
grâce à leur musique, et d'autre part en donnant des aubades à la population française qui va recevoir ça, et on a un témoignage là-dessus qui est tout à fait intéressant, qui va recevoir ça comme un véritable choc culturel, une véritable révélation. Évidemment, vous avez cité la date de 1944, le débarquement, les fameuses cigarettes blondes qui arrivent en France. Mais en 1917, il y a ce premier choc culturel avec le jazz. Comment tout cela est-il perçu par une population française qui avait certes entendu parler de l'Amérique, mais ne la fréquentait pas vraiment? Alors d'abord, je crois que le premier choc, si on se réfère au témoignage que nous sommes en train de collecter, d'éplucher, de traduire et de mettre en forme pour le livre dont vous avez eu la gentillesse de parler tout à l'heure, à paraître l'année prochaine, qui sera une espèce d'hommage rendu à cette participation américaine, pas seulement sur le plan militaire. Certes, ça a de l'intérêt de parler de Château-Thierry, ça a de l'intérêt de parler du saillant de Saint-Mihiel, mais je crois que ce qui intéresse encore plus aujourd'hui les Français, c'est de savoir comment ces deux populations qui, a priori, s'étaient séparées depuis assez longtemps, se sont retrouvées ou se sont trouvées. Et dans les témoignages que nous avons collectés sur cet aspect, la première chose qui ressort, c'est, venant des populations françaises qui ont vu arriver les Américains, le premier témoignage, c'est de dire comme ils sont grands, comme ils sont beaux, comme ils sont en bonne santé, comme ils sont bien nourris. Il ne faut pas oublier que en France, on était au plus dur des restrictions. On faisait la queue à l'opéra pour aller chercher un seau de charbon pour chauffer la famille. On était réduit à tout un tas d'expédients qui préfiguraient déjà le marché noir et les tournées à la campagne pour chercher de quoi subsister. On voit arriver ces Américains qui sont de grands beaux gaillards, qui font du sport, qui respirent la santé, qui sont bien nourris, qui sont bien rasés, qui sont bien habillés, qui sont bien équipés, même si souvent ce sont des armes françaises qu'on leur donne, mais on leur donne bien évidemment souvent les meilleures. Comme l'Amérique a on dirait, de la gueule. Enfin, c'est la première réaction. Et puis la deuxième réaction, je crois, c'est comme ils sont efficaces. Et là, on touche du doigt ce qui va faire pencher la balance en 1917, au moment où les deux principaux adversaires, la France et l'Allemagne, sont pratiquement KO debout, s'accrochent l'un à l'autre comme des boxeurs dans le ring, où l'un et l'autre sont incapables, ou l'un ou l'autre sont incapables d'obtenir une décision. Ces forces nouvelles qui arrivent sont accompagnées d'une espèce de rouleau compresseur. On avait parlé du rouleau compresseur russe qui malheureusement s'est arrêté en route. Là, l'Amérique, c'est un vrai rouleau compresseur, amenant avec elle une force industrielle colossale, des outils comme on n'en avait jamais vu. À titre d'exemple, j'ai retrouvé l'autre jour un témoignage d'un brave habitant de la Côte d'Or. Vous me direz, la Côte d'Or, c'est bien loin du front, on en dira un mot, les Américains, en fait, étaient partout. Ce brave habitant voit arriver des camions, alors déjà, des convois de camions, on n'en avait pas vu depuis longtemps, et ces camions descendent des planches, puis des éléments, et puis en 3 semaines, il voit sortir de terre une trentaine de bâtiments extraordinairement modernes, propres, hygiéniques, qui sont un hôpital de campagne, que l'Amérique importe en kit, comme nous dirions aujourd'hui, sur des paquebots qui font une navette permanente. Et donc, c'est l'arrivée du 21e siècle industriel dans un monde qui était encore presque au 19e siècle. Et le choc culturel, on le voit sur les photos de ce petit livre que nous avons édité en partenariat avec le CPAD, ou plutôt que nous diffusons avec le CPAD, qui nous montre des enfants les mains dans les poches, qui sont là avec leurs bérets, leurs culottes courtes, qui évoquent encore le 19e siècle, et puis ces troupes américaines qui arrivent, qui sont déjà la préfiguration du siècle de la machine triomphante. Alors une précision, Jean-Pierre Thurberg, des Américains dans la Grande Guerre, donc c'est un ouvrage de photos, effectivement, avec le CPAD, très belles photos de très bonne qualité. Que le fort d'Ivry peut conserver aujourd'hui, qui sont publiées dans leur jus, comme on dirait chez un antiquaire, c'est-à-dire avec les marques des photographes de l'époque, puisque tous les photographes devaient indiquer la référence, le lieu, la date, donc les légendes d'origine, des légendes bilingues, et puis un traitement qui a été aussi peu invasif que possible, c'est-à-dire qu'on a essayé de les maintenir dans l'état dans lequel elles sont dans les trésors d'archives du ministère de la Défense. Donc le CPAD, précisons-le, c'est l'organisme du ministère de la Défense qui diffuse justement ce type d'archives. Ça s'appelait dans le temps les archives cinématographiques et photographiques des armées. Aujourd'hui, ça s'appelle l'établissement de production audiovisuelle de la Défense, mais foncièrement, c'est la même chose. C'est la mémoire de l'armée française par des reporters, des photographes qui couvrent les événements importants. Et là, c'était des reporters militaires qui couvraient l'arrivée des Américains sur le front en France. Donc cet ouvrage a déjà paru et il n'a donc rien à voir avec l'ouvrage l'an prochain, les 350 pages consacrées à ces Américains également dans la Grande Guerre, que vous allez bientôt élaborer. C'est une préfiguration, c'est une mise en bouche, comme on dirait chez les restaurateurs. Ce sont de très belles images. C'est un petit livre à l'italienne, très joli. Là, rendons hommage à la qualité des photographies, qui est vendu, je crois, 18 €, donc qui est à la portée de toutes les bourses. Alors que l'autre, il s'agit d'un ouvrage d'envergure sur le modèle du Verdun dont vous avez... Ce qu'on appelle un beau livre.
Un beau voire un livre très avec beau en livre. plus beaucoup de textes. C'est ça. C'est une des choses que nous essayons de faire aux éditions Italiques, c'est de ne pas faire simplement de l'image, ou alors de l'image toute seule comme ce petit album, mais de l'image avec des textes qui ne soient pas des textes rébarbatifs, mais des textes avec des niveaux de lecture qui donnent envie à tout le monde de les lire. On en dira C'est-à-dire- d'ailleurs un mot, puisque le principe des 300 jours de Verdun ou le principe des journaux de tranchée, dont on parlera dans une autre émission, précisément un Au fil des pages consacré aux journaux de tranchée que vous pouvez écouter sur Canal Académie également. Alors, vous avez parlé de l'efficacité logistique de ces troupes américaines qui arrivent à construire sur le néant un hôpital de campagne. Efficacité également militaire sur le front. Est-ce que ça va se sentir auprès Alors, des poilus, justement? Ça, c'est le centre d'une vaste polémique. Je crois qu'on peut dire, et ça n'est pas une provocation gratuite, je ne suis pas historien, mais enfin je baigne dans cette ambiance tous les jours, puis j'ai autour de moi un groupe d'historiens émérites qui me conseillent et qui orientent mes lectures et mes conclusions. Je crois qu'on peut dire que l'Amérique a gagné la guerre. Ça n'est pas une provocation dans la mesure où on n'est pas obligé de dire qu'elle l'a gagnée militairement. Elle l'a gagnée par sa simple présence. Elle est arrivée à un moment où le statu quo était tel qu'il suffisait de l'irruption sur le théâtre d'une force neuve pour que la balance penche de façon irrésistible du côté des Alliés. Alors, quand les Américains arrivent, ils sont pas du tout préparés sur le plan militaire. Ils ont derrière eux, Pershing lui-même a commandé quelques troupes, une espèce de petit corps expéditionnaire qui s'est battu contre Pancho Villa au Mexique ou des troupes qui se sont battues à Cuba. Rien à voir avec ce conflit mondial absolument sanglant, absolument terrifiant. Rien à voir avec le déluge de feu, avec le trommelfeuilleur qu'on avait pu connaître à Verdun. Donc, quand les jeunes Américains débarquent, ils sont certes en forme, mais ils ne savent rien. Ils sont pleins d'enthousiasme. Et là aussi, les témoignages qu'on a disent, mais ces Américains sont extraordinairement courageux, mais ils n'y connaissaient rien. Et les poilus se précipitent pour leur apprendre les rudiments de la survie. L'espérance de vie au front était de quelques minutes au plus fort de la bataille. On n'allait pas les laisser se dresser au parapet en chantant en avant. Non, non, on allait leur apprendre à se planquer, à balancer des grenades, à mettre le casque lourd, à mettre le masque à gaz, etc., etc. Donc, ils ont besoin d'une véritable éducation militaire. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu un peu de tirage, comment dire aujourd'hui, entre le commandement de Pershing, qui était une forte tête, et le commandement français. Les Français voulaient absolument mettre les Américains sous contrôle français. Les Américains tenaient à garder leur autonomie. Ça a fait une querelle d'école, qui s'est bien résolue. Mais une des raisons, c'était pas seulement pour l'état-major français de s'approprier la force américaine, c'était aussi d'éviter des boucheries inutiles. Là, c'est l'un des aspects de la controverse. Est-ce qu'il y a des personnes qui défendent l'utilité militaire de la présence américaine? Est-ce qu'ils se sont distingués par des faits d'armes Ils se sont particuliers? distingués incontestablement. Ils ont mis très longtemps à monter en régime. Les Mhm. premiers débarquent en 1917. Les premiers morts datent, si mes souvenirs sont bons, du mois de décembre. Donc déjà, entre juillet et décembre, il s'écoule pas mal de temps. Il y a une lente montée en régime parce qu'on les entraîne. L'armée française les prend en charge, notamment au Val d'Aon, enfin dans tous les camps d'entraînement français. On les équipe, on leur apprend le maniement des armes dont ils vont avoir à servir. Ils sont venus avec leur matériel ou bien Ils sont venus avec c'est un minimum de qui leur est matériel. fourni? Certains se plaignent de ce qu'on les dépouille de leur Oui. carabine américaine pour les équiper de vieilles pétoires qu'on a récupérées. Bon, petit à petit, je crois qu'ils ont été finalement assez bien équipés par l'armée française qui avait quand même, elle aussi, fait des progrès. Mais non, ils montent en régime très lentement. Et je crois que leur efficacité militaire commence en 1918. Et c'est là, véritablement, qu'en bouchant des trous béants, en se distinguant comme les Marines du côté de Château-Thierry ou en se distinguant dans la Meuse du côté de Saint-Miel, ils vont faire militairement la différence. Ne serait-ce que parce qu'ils ont soulagé les Français. Non, je crois qu'effectivement, l'armée française a eu un rôle déterminant, et pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, je crois qu'elle a effectivement bénéficié d'un soutien décisif avec les Américains. Jean-Pierre Thurberg, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes PDG des éditions Italiques et que vous êtes président de l'association Point de mire avec Jean-Pierre Thurberg pour cette semaine consacrée aux États-Unis, à l'Amérique, à nos relations avec notre grand frère américain. Jean-Pierre Thurberg, PDG des éditions Italiques et président de l'association Lafayette Nous Voilà. Les éditions Italiques qu'il dirige donc se sont distinguées par un travail tout à fait remarquable concernant la Première Guerre mondiale, puisque c'est là-dessus que peut-être il y a un enjeu vraiment pour la mémoire. On en parlera également, Jean-Pierre Thurberg. C'est souvent méconnu des jeunes générations, ces liens qui se sont tissés entre les États-Unis et nous-mêmes au moment de la Première Guerre mondiale. Des Américains dans la Grande Guerre, un travail avec le CPAD, un ouvrage de photos qui montre ces Américains qui arrivent sur le front, vous venez d'en parler. Et puis bien sûr, un ouvrage à venir
lire, 350 pages qui seront consacrées également aux Américains dans cette grande guerre. Ça sera l'an prochain que vous éditerez cet ouvrage. Je rappelle que vous avez été distingué également pour les 300 jours de Verdun aux éditions Italiques par le prix de la Légion d'honneur et le prix du souvenir français. Un mot peut-être pourrait attaquer, si je puis dire, en musique avec le jazz, puisqu'on en parlait dans cette première partie d'émission. Le jazz qui s'invite également sur le front et qui va rencontrer l'opinion française, les oreilles françaises. Le jazz qui fait une entrée fracassante en France dans des populations qui jusque-là étaient davantage familières de la polka ou de la valse piquée. Le jazz qui arrive avec ces musiciens noirs américains qui sont embarqués dans l'armée américaine, qui évidemment dans la journée et quand ils sont en uniforme jouent les marches de Sousa et la musique militaire et les airs patriotiques, mais qui, dès qu'ils sont un tout petit peu libérés des contraintes hiérarchiques, se mettent à swinguer. Et c'est pas tout à fait par hasard, parce que le jazz, rappelons-le, c'est quand même le fruit de l'union de trois musiques. Il y a la musique africaine, qui lui donne une certaine perception de la gamme. Il y a la musique religieuse, puisque les Noirs américains chantaient le gospel dans les églises, et puis il y a le blues, mais il y a aussi, de façon très importante, la musique militaire. Et les marches militaires ont été... Ça, c'est moins connu quand même. C'est un phénomène moins connu, mais à la Nouvelle-Orléans, les premiers orchestres de jazz, c'était la polyphonie des fanfares qui provenait directement de la polyphonie des fanfares militaires. Et Louis Armstrong a commencé à jouer du cornet avec King Oliver, qui lui-même défilait dans la rue en uniforme en jouant la musique militaire. Donc, quand le jazz arrive avec la musique militaire, il est dans son élément, si j'ose dire. Par contre, là où il y a des personnages qui ne sont pas dans leur élément, qui sont plongés dans un élément totalement allogène, ce sont les populations locales qui sont véritablement subjuguées. J'ai en tête, puisque j'ai un lointain passé d'américaniste derrière moi, j'ai en tête un témoignage... Professeur d'anglais ? J'ai été professeur d'anglais, j'étais surtout le disciple de Michel Fabre, à qui j'aimerais rendre hommage ici, puisqu'il est mort il y a quelques mois, qui était le professeur titulaire de la chaire de littérature noire américaine à la Sorbonne, à Paris 3. Et un des premiers textes que Michel Fabre nous a fait découvrir dans le séminaire que je suivais avec lui, dans lequel il m'avait d'ailleurs pris, parce que bien qu'il n'avait plus de place, il savait que j'aimais le jazz, et il s'était dit, voilà un élément extérieur qui va nous apporter quelque chose. Et c'est vrai que la fusion a assez bien fonctionné. L'un des premiers éléments qu'il nous a fait lire, c'était un témoignage d'une vieille dame qui s'appelait Mon premier jazz. Et c'était un témoignage extraordinaire, parce que cette vieille dame, qui devait être octogénaire, ce qui en 1918 était quand même rarissime, a découvert comme ça, au détour d'une fanfare militaire dans son village, une musique qui était tout à fait venue d'ailleurs. Si nous avons quelques secondes, j'aimerais mais bien sûr, lire surtout même. Un petit passage que j'ai trouvé, que nous avions inclus dans un premier livre que nous avions consacré à l'amitié franco-américaine, de façon assez étonnante et prédestinée. Le lieutenant noir américain qui dirige l'orchestre dont on parle s'appelle James Europe, le premier Européen noir, et il était clarinettiste et chanteur. Et chef d'orchestre, bien évidemment. Voilà ce que dit le témoignage de cette vieille dame. Le lieutenant Europe fit jouer ses épaules comme pour s'assurer que son étroite veste d'uniforme résisterait à l'effort. Les musiciens remuèrent les pieds, les corps essuyèrent la salive de leur cuivre, les tambours tendirent la peau de leurs instruments, chacun se cala contre le dossier de son siège, et quand la baguette s'abattit en suscitant un tonnerre enivrant, musiciens et chefs d'orchestre semblèrent oublier le cadre pour se perdre dans le souvenir des scènes d'autrefois. Les cornets et les clarinettistes commencèrent alors à manipuler les notes sur ces rythmes typiques qu'aucun artiste n'a jamais pu confier à une partition, et, quand les tambours se mirent de la partie, leurs épaules s'agitèrent en marquant la mesure. On eut l'impression que l'auditoire se mettait à onduler, on vit de dignes officiers français battre du pied avec le général américain qui, pour un temps, avait perdu ses manières raffinées. Le lieutenant Europe n'était plus alors un simple officier de l'armée des États-Unis, mais le grand Jimmy Europe, qui, quelques mois auparavant, tenait New York sous le charme de sa baguette. Il se tourna vers les trombones qui attendaient le moment d'entrer en transe, et à son signe, ils poussèrent leurs coulisses à bout de course et les ramenèrent avec un claquement inimitable. L'auditoire ne put en supporter davantage, le microbe du jazz s'était emparé de lui, il avait gagné les centres vitaux affectant tous les muscles. Nous voilà bien, dit le colonel Haywood avec son orchestre, vient d'introduire en France la maladie du ragtime. Quel drôle de cadeau à faire à un pauvre pays déjà si accablé par le malheur. Mais quand les gens se mirent à rire, le visage transfiguré par la joie, je dus me rendre à l'évidence, c'était là le remède dont la France avait le plus besoin en ce moment critique. Je finis, c'est Bien alors sûr. que mes craintes se dissipèrent et que j'eus la certitude que la musique américaine deviendrait un jour celle du monde entier. Étonnante prémonition, étonnant témoignage De cette dame de 80 ans. de cette dame de 80 ans qui découvre tout d'un coup l'Amérique
la musique américaine, l'armée américaine, les Noirs américains, ce qui était une surprise dans des pays où on n'avait pas vu de Noirs. On avait vu quelques Noirs dans les troupes coloniales de Mangin, mais pas davantage. Et là, on trouve des officiers noirs qui jouent de la musique et on a cette révélation extraordinaire. Là, le public, Jean-Pierre Thurberg, ce sont des soldats ou bien c'est la population aussi, C'est puisque l'ensemble, cette c'est dame est l'armée là. française, ce sont les dignitaires de l'armée. On a Mhm. probablement érigé un petit kiosque dans un coin et puis la musique donne l'aubade pour redonner le moral aux troupes et puis pour faire communier la population avec ces troupes venues d'ailleurs. On appréciera la langue dans laquelle s'exprime cette C'est dame. magnifique, c'est magnifique. Le témoignage est absolument extraordinaire. Mon premier jazz. On a son nom? Écoutez, j'ai demandé à Geneviève Fabre de chercher dans les papiers de Michel Fabre, le professeur dont je parlais tout à l'heure. J'espère retrouver ce témoignage, je n'en suis pas sûr. Ça remonte quand même à il y a une trentaine d'années, ça n'est pas tout à fait d'hier. C'est l'occasion, Jean-Pierre Thurberg, d'évoquer notre rapport aux archives et la différence qui existe entre les États-Unis et la France de ce point de vue. Puisque votre travail, essentiellement, c'est un travail, et là, ça le prouve une nouvelle fois, c'est un travail de recherche dans des documents qui nous permettent justement de cimenter notre mémoire. Oui, sans méchanceté aucune, je voudrais citer de mémoire un mail que j'ai reçu après une autre émission de radio il y a quelques jours, dans lequel l'auditeur me disait heureusement, vos livres montrent des choses qui sont relativement inédites. On est loin des historiens qui passent plus de temps sur les plateaux de télévision que dans les archives. Et là, je voudrais à la fois féliciter mes chercheurs, mes iconographes, mes archivistes qui font un travail remarquable pour exhumer des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là, notamment dans le Verdun dont vous avez eu la gentillesse de parler tout à l'heure. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et je voudrais aussi pousser un cri d'alarme parce que la source sur laquelle nous nous étions appuyés pour faire cet ouvrage, qui a été distingué, ce dont nous sommes très fiers, était le château de Vincennes. Je voudrais profiter de mon passage dans les lieux illustres de l'Institut pour dire que si cette source se tarit, les livres que nous pourrons produire, en dépit de notre bonne volonté, de notre enthousiasme, ne seront sûrement pas du même niveau que celui que la Légion d'honneur a couronné. Tout simplement parce que la matière première nous fera défaut. En dépêchant 2 personnes pendant presque 1 an dans les murs du château de Vincennes, nous avons ouvert des cartons, des caisses, nous sommes allés dans des souterrains où peu de gens finalement étaient allés et nous avons découvert des choses qui n'avaient jamais été non seulement publiées, mais jamais regardées depuis les années 20. Je pourrais faire une liste extraordinaire de choses que nous avons dû éliminer, mais que nous aurions pu publier, qui étaient tout autant de scoops. Et là, malheureusement, la faveur que nous avions obtenue, qui était de pouvoir publier ces archives sans payer l'écho demandé par les gestionnaires de Bercy, nous a été retirée. Nous sommes en discussion avec les plus hauts niveaux de l'État pour essayer d'obtenir que cette mesure soit rapportée, pour obtenir que ce soit prorogé le droit que nous avions de publier ces archives qui finalement appartiennent au peuple français. Je le dis sans grandiloquence aucune, les soldats français ont payé ces archives une première fois en versant leur sang. Les journalistes qui ont fait les photographies ont payé une deuxième fois le tribut en versant leur sang, en prenant leurs photos. Et le peuple français paie constamment des impôts depuis des années pour que ces archives soient entretenues. À quoi servent-elles si elles ne doivent jamais être vues? Et là, je voudrais rendre un hommage vibrant à nos amis américains qui, en la matière, sont un exemple. On nous prêche le devoir de mémoire, eux le mettent en pratique. Quand vous allez aux États-Unis, ce que je fais régulièrement, vous allez à la Library of Congress, vous faites très facilement des recherches très approfondies. On vous apporte des registres qui sont parfaitement à jour, avec des photos qui sont légendées. Vous pouvez y aller sans avoir de rendez-vous à prendre des mois à l'avance, sans avoir à produire je ne sais quel blanc-seing justificatif, etc., etc. Et surtout, quand vous avez trouvé des pièces rares, ce qui a été le cas de mes chercheurs qui rentrent de Washington, vous pouvez les publier aussi librement et aussi gratuitement que vous le souhaitez. Si on a le temps, je peux citer une anecdote dans ce domaine. Il y a quelques années, je dirigeais un grand groupe d'édition à l'époque, donc les contraintes budgétaires étaient moins criantes pour moi qu'elles ne le sont aujourd'hui, maintenant que je suis à la tête d'une maison d'édition indépendante certes, mais petite et peu riche. Le groupe Atlas? C'était le groupe Atlas, oui. Nous avions des tractations avec l'Ifremer pour ces fameuses recherches qui étaient faites sur l'épave du Titanic. Et j'avais commencé à négocier avec l'Ifremer les droits de reproduction des premières photos du Titanic pour faire un livre. Et j'aime autant vous dire que les enchères étaient très élevées puisque ces photos étaient des scoops. Et quelque chose me travaillait, quelque chose me gênait. Et quelques jours avant de signer pour une somme importante, j'ai eu la révélation qu'on m'avait glissé au détour d'une conversation que parmi les gens qui avaient monté l'opération se trouvaient des ingénieurs de la NASA. Et là, la lumière s'est faite. Si la NASA avait
donner 1 centime pour ses recherches, les photos devenaient ipso facto immédiatement libres d'accès, gratuites et mondiales. Et effectivement, les photos du Titanic ont été reproduites dans le monde entier du jour au lendemain sans que qui que ce soit ait à payer un sou. Alors je lance cet appel, je l'avais lancé à M. Messmer, qui avait eu la gentillesse de nous dire qu'il nous assurerait son soutien et qui malheureusement nous a quittés entre-temps. Cet appel pour que les archives qui sont la propriété du peuple français, qui sont la mémoire du peuple français, puissent leur être accessibles. C'est-à-dire que des éditeurs puissent, s'ils en ont envie, s'ils ont le courage et la folie de payer des chercheurs pendant assez longtemps pour aller les dénicher, pour qu'ils puissent en faire des livres. Là, on voit bien la différence de conception qui se fait jour à travers cette controverse sur les archives que vous vivez au quotidien entre les États-Unis qui ont C'est un droit constitutionnel aux États-Unis. C'est inscrit dans la Constitution la liberté d'accès aux archives constituées avec les deniers du contribuable, taxpayer, c'est un droit constitutionnel. On se demande pourquoi ce n'est pas la même chose en France, somme toute. Je crois qu'il y a 2 raisons. D'abord, il y a la formation de nos conservateurs qui, comme l'indique leur nom, le nom de leur fonction, sont plus souvent conservateurs que curateurs. Aux États-Unis, on les appelle des curateurs, ceux qui prennent soin d'eux. En France, on les appelle les conservateurs. Ils ont tendance à faire plus que de la conservation, de la rétention. Et la deuxième raison, je crois, c'est une culture différente de l'information. Aux États-Unis, on considère que les citoyens ont le droit de savoir. Et ils savent. En France, on considère qu'il faut rentabiliser, qu'il faut payer, et donc on exige des éditeurs qu'ils paient des droits qui sont totalement exorbitants et qui, par leur simple montant, rendent impossible la publication de livres nouveaux, complets, exhaustifs, intéressants, originaux sur des sujets comme celui dont on parle. Voilà, évidemment, Jean-Pierre Thurberg, on mesure à quel point ce sujet est quand même sensible et important pour tout ce qui nous concerne et ce qui concerne également Canal Académie, ici même à l'Institut, puisque nous sommes chargés de mettre à la disposition du grand public et de tous, et c'est à cela que sert Internet, les trésors de l'Académie et de sortir en quelque sorte de nos murs. Alors là, précisément, vous, c'est un travail aussi que vous faites, sortir de nos murs. Et les murs ne sont pas que des murs physiques, apparemment. Pour vous donner un exemple précis, le livre que nous préparons sur les Américains de la Grande Guerre devait compter des photos, bien évidemment, des témoignages écrits, mais aussi des documents authentiques, des ordres de mission, des rapports du général Mangin sur ses relations avec les Américains, des livrets militaires des Américains engagés dans la Légion étrangère, etc. Tout ce qui a fait que le Verdun, dont on parlait tout à l'heure, a été un immense succès de librairie. Si on a vendu aujourd'hui près de 25 ou 30 000 livres sur Verdun, c'est parce qu'il y avait des choses que personne n'avait jamais vues. Eh bien là, nous allons avoir la honte, si personne ne fait rien d'ici là, de présenter à nos Américains, puisque notre livre sera traduit en anglais en même temps qu'en français, nous aurons la honte de présenter un livre dans lequel nous n'apporterons rien de tout ce qui fait notre richesse archivistique, mais iconographique. D'autant qu'il n'y a pas de confidentialité particulière, ça tient, Aucune. Ça tient uniquement à un blocage il y a des blocages gratuit. administratifs, il y a des lourdeurs dans la hiérarchie, et puis il y a toujours le souci de gagner de l'argent avec quelque chose qui, à mon avis, ne doit pas rapporter d'argent. La mémoire, on l'entretient, on lui rend hommage, on en fait quelque chose qui rapporte, mais qui ne rapporte pas financièrement, qui rapporte en termes de citoyenneté, en termes de morale, en termes de patriotisme. Un dernier point, Jean-Pierre Thurberg, pour ce point de mire. J'aimerais justement que vous nous parliez, ça n'a rien à voir, c'est sur l'année 1918, et vous voulez mettre en valeur les voies d'eau que la France, tout simplement, n'entretient peut-être pas d'ailleurs suffisamment. Ça non, sera un autre sujet. Un autre point. Mais en tout cas, vous voulez les mettre en valeur à la faveur de l'année 2008. Année 2008, 90e anniversaire de l'année 1918, année de la victoire. Effectivement, Lafayette nous voilà a décidé d'affréter une péniche pour profiter du fait que la plupart des conflits de la Première Guerre mondiale se sont déroulés sur des voies d'eau navigables, affréter une péniche pour monter de façon itinérante, puisque les Américains finalement ont irrigué la France partout. Ils n'étaient pas seulement au front, ils étaient formés, soignés, entraînés ailleurs. Nous voulons profiter de cette plateforme mouvante, mobile qu'est la péniche, pour monter des expositions, pour monter des débats, des conférences, et puis bien évidemment, vous l'avez compris, l'amateur de jazz que je suis ne pouvait pas y forfaire pour monter des concerts de jazz qui vont rappeler aux populations que l'Amérique, c'était aussi la musique. Jean-Pierre Thurberg, une adresse pour Lafayette nous voilà ? Si vous souhaitez nous aider, si vous souhaitez nous apporter un soutien, vous pouvez nous contacter par Internet sur l'adresse suivante, lafayettenouvoilà.org.
Sinon, le site des éditions Italiques, www.italique.com, sur lequel figure bien évidemment un lien avec le site de Lafayette Nous Voilà. Vous pouvez nous aider en nous envoyant des témoignages, vous pouvez nous aider en nous trouvant des photos dans vos archives, vous pouvez nous aider en nous aidant à organiser des conférences dans votre région. La région Lorraine est déjà notre partenaire, la Meuse l'est traditionnellement, la ville de Verdun l'est également. Nous avons rencontré la ville de Château-Thierry. Je pense que l'année 2008 sera une année passionnante d'un point de vue franco-américain. Merci beaucoup. Jean-Pierre Thurberg, PDG des éditions Italiques et président de l'association Lafayette Nous Voilà, invité de ce point de vue.